détruit pour couvrir ses traces. Le groupe, en proie à l'anxiété et à la peur de licenciement, avait trouvé son exutoire. Toute la tension accumulée, toutes les frustrations professionnelles et personnelles convergeaient vers cette figure absente et sans défense. Le sacrifice de Sylvain sur l'autel de la responsabilité d'entreprise permettait une réconciliation collective momentanée. En le condamnant, les autres se sentaient unis, purs et surtout innocents. La dynamique de groupe, dans sa perversité la plus sombre, avait restauré un semblant d'ordre en choisissant un individu à sacrifier. Le bureau était devenu une version moderne et aseptisée d'un rituel tribal, et le procès de Sylvain Muller se déroulait sans que l'accusé ait même la possibilité de se défendre. Chapitre 6. La banqueroute du King. À Vegas, l'ivresse du pouvoir et de l'argent avait atteint son paroxysme. Jean-Claude, après avoir écumé les bars, les spectacles et les boutiques de luxe, se sentait invincible. Il avait développé une théorie personnelle sur sa bonne fortune. Il n'était pas chanceux, il était un génie. L'argent ne lui était pas tombé dessus par hasard, l'univers avait reconnu son talent inné pour les affaires. Il était temps de passer à l'étape supérieure. Les mecs annonçaient un soir dans leur suite en enfilant une veste de smoking en velours violet. « J'ai assez joué avec les petites machines, ce soir je passe aux choses sérieuses. Je vais leur montrer qui est le patron. Je m'inscris au tournoi de poker High Roller. » Hervé faillit s'étouffer avec son verre de whisky. « Jean-Claude, tu ne sais pas jouer au poker. Ta seule expérience est la belote coinchée au bar du village. Le poker, c'est pas une question de cartes Vévert, c'est du bluff, c'est de la psychologie, c'est comme la vente, et dans ce domaine, je suis le meilleur. J'ai ma baraka, comme on dit. » Sylvain, qui avait réussi à calculer qu'il restait un peu plus de 400 000 $ sur le compte, sentit son estomac se nouer. « Jean-Claude, s'il vous plaît. » C'est de la folie. On devrait rentrer. On peut encore. Peut être. Mais la voix de la raison était inaudible face au rugissement de l'ego de Jean-Claude. Il se rendit à la caisse du casino et échangea le reste de leur fortune contre une montagne de jetons. La table de poker était un concentré de prédateurs financiers, un producteur de cinéma hollywoodien, un magnat du pétrole texan, un jeune prodige de la Silicon Valley et un joueur professionnel asiatique d'une impassibilité terrifiante. Et au milieu, Jean-Claude, ressemblant à un personnage de bande dessinée qui se serait trompé de case. Sa stratégie, si on pouvait l'appeler ainsi, était basée sur ce qu'il avait vu dans les films de James Bond. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur, essayait de lire dans les yeux de ses adversaires et annonçait ses mises avec une assurance qui confinait au ridicule. « Je relance beaucoup. » Pendant les premières heures, par une chance insolente, il gagna quelques mains. Ses adversaires, déconcertés par son jeu erratique et imprévisible, se couchaient, pensant avoir affaire à une sorte de tacticien excentrique. Jean-Claude jubilait. Il commandait des cocktails, tapotait ses jetons avec arrogance et gratifiait la table de ses aphorismes sur le commerce. Puis vint la main fatidique, le pot était déjà énorme. Jean-Claude avait une paire de valets. Le flop révéla un valet, un roi et un 7. Il avait un brelan, le rêve. Il se voyait déjà sur le toit du monde. Le joueur professionnel asiatique le regarda sans expression. « All ein » dit Jean-Claude avec un sourire carnassier. « Tapis, tout ce qui restait, plus de 400 000 $. Le silence se fit, le Texan et le producteur se couchèrent, le jeune prodige hésita puis jeta ses cartes, il ne restait que Jean-Claude et le joueur professionnel. Ce dernier prit 1 minute, qui parut une éternité à Sylvain qui observait la scène de loin, hyperventilant, puis lentement il poussa sa montagne de jetons au centre de la table, il suivait. « Carte » hurla presque Jean-Claude. La turn fut un 3 de pique. Inutile. Rivière. Le croupier retourna la dernière carte, c'était une dame de cœur. Jean-Claude abattit ses cartes avec fracas. Brelon de valet, dans ta face. Le joueur professionnel ne dit rien. Il retourna simplement ses 2 cartes, un as de trèfle et un 10 de carreau. Avec le roi et la dame sur la table, cela lui faisait une quinte. Le son des jetons raclés par le croupier en direction du joueur asiatique fut le son le plus terrible que Sylvain ait jamais entendu. C'était le bruit de leur monde qui s'effondrait. L'après fut pathétique. La descente fut aussi rapide et brutale que l'ascension avait été fulgurante. Expulsés de leur suite, leurs cartes de crédit refusées, ils se retrouvèrent sur le strip, sans un sou. Les lumières de Vegas, qui avaient semblé si prometteuses, étaient maintenant agressives, moqueuses. Ils passèrent le reste de la nuit aérée, Jean-Claude en état de choc, Hervé fulminant en silence et Sylvain pleurant doucement. Le chapitre se termina sur une image d'une tristesse infinie. Les 3 hommes, dans leurs vêtements de luxe désormais froissés et ridicules, entassés dans un bus Greyhound pour rejoindre l'aéroport, le regard perdu dans le paysage désertique du Nevada qui défilait aussi vite que leurs poches et leurs espoirs. Partie trou, retour à la case départ, chapitre 7, l'heure des comptes. Le retour en France fut une longue agonie silencieuse. L'ambiance dans l'avion était funèbre. Jean-Claude fixait le vide, son esprit rejoint en boucle la main de poker qu'il avait anéantie. Sylvain était sous l'emprise d'une terreur paralysante, imaginant déjà les menottes, le procès, la honte. Seul Hervé semblait réfléchir. Son visage était fermé, concentré.
Il ne voyait pas un désastre, mais un problème complexe. Une équation à résoudre, et il adorait les équations, surtout quand elles étaient désespérées. L'arrivée au bureau fut pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Jean-Guy Lecointre les attendait dans le hall, flanqué de 2 agents de sécurité. L'atmosphère était électrique. Le personnel rassemblé à une distance respectueuse les observait comme on regarde un accident de la route, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Convenant Muller-Dumont dans mon bureau, immédiatement. La voix de Jean-Guy était blanche de fureur. La confrontation fut brutale. Jean-Guy exposa les faits, le virement d'1 million d'euros, les dépenses extravagantes à Las Vegas, la quasi-banqueroute de l'entreprise. Il termina son réquisitoire en annonçant qu'il avait déjà contacté la police. Jean-Claude Brisé ne put que bredouiller des excuses confuses. Sylvain se mit à sangloter, incapable de former une phrase cohérente. C'est alors qu'Hervé, le stratège cynique, prit la parole. Un instant, Jean-Guy, dit-il d'un ton calme et mesuré qui contrastait avec la panique générale, je pense que vous faites une grave erreur d'analyse. Il se lança dans une plaidoirie d'une audace et d'une malhonnêteté intellectuelle époustouflante. Il ne nia rien, mais il recontextualisa tout. Le virement, une faille systémique évidente causée par la combinaison d'un logiciel de comptabilité obsolète et de la confusion générale liée au passage franc-euro. Comment une banque digne de ce nom, demanda-t-il, rhétorique, peut-elle valider un virement d'1 million d'euros sur le compte d'un simple commercial sans aucune vérification? C'est une négligence professionnelle caractérisée. Il transforma Sylvain, le coupable, en victime. Ce garçon a été soumis à un stress intolérable, la pression, la transition monétaire, il a craqué. La responsabilité incombe à l'entreprise qui ne l'a pas suffisamment accompagné. Et il fit de Jean-Claude, le voleur prodigue, un simple d'esprit, un homme dépassé par les événements. Jean-Claude a cru à un miracle. Il a cru que le loto qu'il n'avait pas gagné était finalement arrivé. C'est un homme simple, Jean-Guy. Il a été l'instrument involontaire d'une série d'erreurs en cascade qui le dépassent. Le coup de génie fut d'utiliser son statut de délégué syndical. Il se positionna en défenseur des salariés contre les forces écrasantes du capital. Si vous appelez la police, menaça-t-il doucement, je contacte la presse. Le récit est simple. Une grande banque, par sa négligence, et une direction, par son manque de soutien, poussent leurs employés à la faute et menacent de les jeter en prison. C'est l'histoire de David contre Goliath. Et je vous laisse deviner qui aura le beau rôle. Il proposa une alternative, attaquer la banque, menacée d'un procès pour faute grave, pour mise en danger de la stabilité financière de leurs clients. Exiger un accord à l'amiable pour couvrir les pertes en échange de leur silence. Jean-Guy, bien que furieux, était un homme pragmatique. Il détestait Hervé, mais il reconnut la logique perverse de son plan. Un scandale public serait désastreux pour l'entreprise. Un procès contre la banque, même s'il était perdu d'avance, pourrait aboutir à un arrangement. C'était une porte de sortie. Il fixa Hervé. « Vous êtes un monstre, Dumont. » Hervé esquissa un léger sourire. « Je suis un syndicaliste, Jean-Guy. Je défends les intérêts des travailleurs. » Chapitre 8. Un café et l'addition. Contre toute attente, le plan d'Hervé fonctionna à merveille. La banque, confrontée à la menace d'une publicité négative et d'une procédure judiciaire longue et coûteuse, préféra négocier. Un accord confidentiel fut signé. La banque, reconnaissant une défaillance de ses protocoles de sécurité, accepta de couvrir une grande partie des pertes, la qualifiant d'erreur opérationnelle. L'entreprise était sauvée. Jean-Guy, à contre-cœur, classa l'affaire. La vie reprit son cours avec cette étrange capacité qu'ont les organisations à absorber les crises les plus violentes pour revenir à un état de stase. Le fragile équilibre de l'étage, un instant brisé, se réforma. Jean-Claude fut réintégré à son poste de commercial avec une mise à l'épreuve et l'interdiction à vie d'approcher le logiciel de comptabilité. Sylvain retourna à son bureau, désormais auréolé d'une réputation de quasi-criminel qui, paradoxalement, lui valut une forme de paix. Personne n'osait plus l'embêter de peur de le pousser à nouveau vers une folie destructrice. Hervé, quant à lui, jouissait d'un nouveau statut. Il était le sauveur, le Machiavel du bureau, craint et respecté. Quelques semaines plus tard, la scène était presque identique à celle du premier jour. La même lumière blafarde, la même odeur de café et de moquette. Jean-Claude, Hervé et Sylvain se tenaient à nouveau devant la machine à café comme si le million d'euros, Las Vegas, la ruine et la rédemption n'avaient été qu'un mauvais rêve. Jean-Claude inséra une pièce et appuya sur le bouton. Le gobelet en plastique tomba, suivi d'un liquide brunâtre. Il le prit, le regarda avec dégoût et soupira. « Putain, le café a encore augmenté, dit-il. 1,50 €. Ça fait 10 francs, les mecs. On se fait vraiment enculer avec leur monnaie de merde. » Hervé hocha la tête avec un air de profonde sagesse. C'est la mondialisation, Jean-Claude, une fatalité dialectique. Le capital n'a pas de frontières, mais le prolétaire, lui, paie toujours l'addition. Sylvain ne dit rien. Il touilla son café, le regard vide. Il avait vu le cœur des ténèbres dans un casino de Las Vegas et dans les yeux de ses propres collègues. Il avait été le bouc émissaire et avait survécu. Il avait appris une leçon terrible et profonde sur la nature humaine. Mais autour de lui, rien n'avait changé.
L'odyssée d'1 million d'euros n'avait laissé aucune trace, aucune